Bien, mes chers collègues, je vous propose de continuer. Nous avons pris un petit peu de retard. Or, il faut que nous terminions à 18 heures. Nous entendons maintenant Monsieur Fernandez, directeur général du Trésor. Alors, monsieur, comme nous nous sommes accordés, je ferai prêter serment qu'à vous. Monsieur Fernandez, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Voilà comment je vous propose de procéder. Vous avez reçu un certain nombre de questions de notre part. Je vous propose de vous donner 10 minutes. Alors, je vais être peut-être un peu plus strict que d'habitude. 10 minutes. 10 minutes, 12 minutes, allez. Pour présenter la synthèse de ce que vous voulez nous dire sur l'objectif de notre commission. Après quoi, je passerai la parole à notre rapporteur et évidemment à nos collègues qui souhaiteront intervenir pour que, à 18 heures, nous en ayons terminé. Encore une fois, excusez-nous de ce léger retard. Alors, vous avez la parole, monsieur Ferrand. Merci, Monsieur le Président. Alors évidemment, en 10 minutes, ça va être extrêmement difficile parce qu'on a reçu... Vous ne serez pas à l'abri des questions par la suite. Non, un questionnaire très volumineux qui montre que vous avez une approche... Oui, le questionnaire, vous le gérez par retour en écrit, évidemment. Oui, oui, oui. D'autres questions viendront, donc... Non, censé répondre à toutes les questions aujourd'hui dans cette salle. Voilà, merci. Bien sûr. Simplement, vu l'étendue des questions, je me suis dit qu'une introduction qui permettait de couvrir le spectre serait peut-être plus utile qu'un propos exclusivement centré sur le sujet de l'évasion et de la fraude fiscale, qui est le cœur, je comprends, de votre commission d'enquête, mais qui s'inscrit dans un cadre et un contexte plus général où on essaye de comprendre ce qui se passe en matière de régulation financière suite à la crise. Donc je vais essayer, mais de rester quand même dans le temps qui m'est imparti. Donc quitte à être un peu trop rapide, sans doute. Bon, je ne rappelle pas le rôle du Trésor, si ce n'est pour rappeler que nous travaillons en lien étroit avec la Direction générale des finances publiques et la DLF sur les sujets d'évasion et de fraude fiscale pour coordonner nos efforts, et que le rôle du Trésor sur ces affaires, je ne rappelle pas l'ensemble de nos missions, c'est en lien et auprès du ministre de participer aux négociations internationales, européennes et à l'élaboration de textes en droit français qui permettent de décliner cet agenda et qui nous mobilise beaucoup au G20, au G8, dans l'ensemble des instances financières internationales, et ensuite, bien sûr, quand on négocie les textes à Bruxelles, à l'ECOFIN, dans les groupes de travail, puis quand on prépare les projets de loi qui vous sont soumis, par exemple, le projet de loi de séparation que vous avez voté tout récemment, ou le projet de loi de lutte contre la fraude qui comprennent des dispositions qui sont dans le cœur du sujet qui vous préoccupe. Alors, en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, je dirais qu'on poursuit, et je vais dire un mot de ce sujet et un mot de l'agenda plus général de la régulation financière. En matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, notre action poursuit 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'identifier et de faire pression sur les juridictions non coopératives. On entend par là les juridictions qui présentent des défaillances en matière de supervision prudentielle, et c'est le Conseil de stabilité financière qui suit ce sujet. Il se trouve que je suis président du groupe d'experts qui prépare les délibérations du Conseil de stabilité financière en matière de lutte contre les juridictions non coopératives en matière prudentielle. Le deuxième champ d'action, c'est la transparence fiscale au sein du Forum mondial avec l'OCDE en appui. Et puis la troisième famille de sujets, si j'ose dire, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et là, c'est le GAFI qui est mobilisé, et la direction du Trésor représente la France au GAFI. Donc ça, c'est le premier axe. C'est peser sur les juridictions non coopératives, obtenir le maximum de transparence possible pour que l'identification de ces territoires
permettent d'obtenir un changement dans les comportements, dans les législations, dans la pratique, notamment en matière de secret bancaire. Le deuxième grand axe, c'est de promouvoir une plus grande transparence des personnes morales et des constructions juridiques, ce qu'on appelle les constructions juridiques au niveau international. En termes moins pudiques, il s'agit des trusts, et on a fait quelques progrès dans la période la plus récente dans ce domaine. Et le troisième axe d'action, c'est de renforcer le cadre législatif et réglementaire national en matière de lutte contre le blanchiment et l'évasion fiscale. Et ici, il y a toute une déclinaison de textes, de règles qui souvent naissent au sein d'instances internationales et ensuite se déclinent en droit européen et en droit national, ce qui ne nous interdit pas, bien au contraire, de donner l'exemple et d'initier au niveau national un certain nombre de réformes que nous promouvons dans ces instances internationales. Donc ça, c'est je dirais le cœur du sujet s'agissant de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale ou des optimisations fiscales qui peuvent atteindre quelques excès. Et ça se déroule au niveau international, au niveau européen, au niveau national. On fait tout ceci avec nos collègues de la DGFiP et de la DLF, et je vous indique d'ailleurs qu'on a renforcé récemment notre coopération dans ce domaine avec Bruno Bézard, mon collègue de la DGFiP. Nous avons, il y a quelques mois, mis en place un comité de coordination qui nous aide à échanger l'information et la technique, si j'ose dire, avant d'entrer dans différents cycles de négociation. Donc on a une coopération de ce point de vue qui me semble avoir progressé de manière importante dans la période la plus récente. Après, en matière de régulation financière, il y a un énorme agenda qui a été lancé suite à la crise financière de 2008-2009. Je ne vais pas revenir sur la genèse de cette crise, mais ici, je pense qu'il est important d'être conscient du fait que nous avons mené un certain nombre d'actions dans plusieurs domaines qui font que les banques aujourd'hui, et pas seulement les banques, les acteurs financiers sont mieux régulés, mieux supervisés, et que la capacité à gérer les crises a été significativement améliorée. Ça ne veut pas dire que cet agenda est terminé, loin de là, mais on a fait un certain nombre de progrès. En matière de réforme bancaire, j'en dis un mot rapide, on a considérablement renforcé la résilience des banques en augmentant les fonds propres des banques. C'est la réforme de Bâle III qui a eu un volet spécifique et supplémentaire pour les banques dites systémiques, les plus importantes. On a beaucoup renforcé non seulement les fonds propres des banques, mais la supervision, en mettant en place des collèges de superviseurs qui permettent de mieux contrôler les groupes transnationaux. Et en droit français, avec la loi de séparation et de régulation bancaire, on a renforcé la capacité de l'autorité prudentielle nationale dans ce domaine. Et on a renforcé la capacité à gérer la liquidation d'une banque de manière ordonnée en période de crise. C'est ce qu'on appelle l'agenda de la résolution. Il y a un volet résolution dans la loi française et au niveau européen, on a adopté un texte extrêmement important il y a moins d'un mois à l'ECOFIN, à Bruxelles, qui consiste à mettre en place le droit de la résolution pour des groupes bancaires européens, qui est complété par une nouvelle proposition de la Commission européenne qui a été rendue publique la semaine dernière, qui est un texte très important et que nous espérons pouvoir adopter d'ici la fin de cette année 2013, et qui est un texte qui met en place un système européen de résolution avec une agence en charge de gérer la résolution des banques en Europe, un fonds de résolution qui sera chargé de financer cette résolution. Et donc, tout ceci est évidemment essentiel et permet de mieux comprendre la manière dont nous aurons une capacité de contrôle, de supervision, de résolution des banques. Cet agenda ne peut pas s'en tenir uniquement à la sphère bancaire.
Il y a un agenda en matière de ce qu'on appelle le shadow banking, donc qui consiste à réguler et à superviser des acteurs qui exercent des activités de nature bancaire mais qui ne sont pas des banques. Et donc il est évident que si on surrégule la sphère bancaire en oubliant de réguler les acteurs financiers qui procèdent au même type d'activité mais sans être banques, on aura uniquement abouti à déplacer des activités d'un domaine à l'autre. Donc c'est un agenda très important. Nous allons en parler à la réunion du G20 Finance qui se tient à Moscou après-demain, autour du Conseil de stabilité financière également. Il y a un agenda qui s'intéresse aussi aux assureurs systémiques. On a fait beaucoup pour mieux contrôler les banques systémiques. Il y a sans doute aussi du travail à faire pour avoir une meilleure supervision et une meilleure appréhension, compréhension des enjeux que font peser les assureurs systémiques. Donc j'en arrête là pour soit m'en remettre immédiatement à vos questions, soit peut-être, si vous me le permettez, Monsieur le Président, pour vous décliner, s'agissant de l'évasion et de la fraude fiscale, les 3 ou 4 domaines essentiels qui aujourd'hui font l'objet de progrès, à mon sens, très importants et qui, depuis le mois d'avril de cette année 2013, ont, me semble-t-il, connu un coup d'accélérateur très fort par rapport à des initiatives qui avaient été lancées pour l'essentiel en 2009 au G20 de Londres, mais qui s'étaient un tout petit peu, pas endormies, mais qui avaient perdu de la vitesse, disons. Le système avait connu une certaine viscosité, donc il fallait reprendre un peu de mouvement. Ce mouvement, qui a permis de renforcer la politique publique en matière de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, il a été rendu possible à la fois par des circonstances particulières dans un certain nombre de pays, des cas individuels qui ont mobilisé l'attention publique, mais aussi plus généralement parce qu'il y a un mouvement de transparence qui a été amorcé autour d'informations recueillies par notamment des organes de presse, je pense à Offshore Leaks, mais aussi parce que l'agenda de consolidation des finances publiques, dans les économies avancées comme dans les économies émergentes ou en développement, ont rendu de plus en plus insupportable le phénomène de l'évasion fiscale. Et donc il y a un lien entre le poids qui pèse sur les finances publiques suite à la crise et l'énergie redoublée des pouvoirs publics dans toute une série de pays, sur tous les continents, afin de faire en sorte que l'impôt échappe un peu moins aux circuits normaux. Et pour ce faire, les initiatives récentes portent d'abord sur la promotion de l'échange automatique d'informations comme étant le nouveau standard international qui permettra d'identifier les difficultés. Et ici, le mois d'avril a été extrêmement important. Vous avez eu successivement une réunion informelle des ministres des Finances européens à Dublin, avec une initiative de 5 États, dont la France. Et la France était notamment à l'initiative. Puis une réunion des ministres des Finances du G20 à Washington, qui dans son communiqué a pour la première fois appelé l'ensemble des pays du G20 à souscrire à l'échange automatique d'informations comme devant être le nouveau standard international pour lutter contre la fraude fiscale. C'est une démarche extrêmement importante et je souligne d'ailleurs que le G20, en réalité, c'est un peu plus de 20, puisque vous avez des invités et que parmi les invités, vous avez parfois des organisations régionales et puis vous avez des États, par exemple la Suisse. La Russie a invité la Suisse autour de la table du G20 et donc c'est un format qui permet d'avoir des discussions qui associent des acteurs qui jouent un rôle important dans ces discussions. Et donc nous avons un modèle FATCA qui est le modèle américain, qui n'est pas nécessairement le modèle unique, mais qui permet aux Européens de dire qu'ils vont endosser cette pratique, qu'ils vont l'endosser d'ailleurs sans attendre l'aboutissement d'un certain nombre de négociations, y compris européennes. Et il y a des pays qui se sont mis en avant et qui ont décidé de prendre l'initiative. Il y en avait 5, il y en a eu 6, aujourd'hui ils sont 17.
Et il y a d'ailleurs des pays non européens qui ont décidé de rejoindre ce mouvement. Je pense au Mexique et à l'Australie. Et donc, en lien avec les négociations sur les directives européennes, sur la fiscalité de l'épargne, sur l'assistance mutuelle et l'échange d'informations, ceci avance très vite. Deuxième sujet, la transparence des personnes morales et des trusts. Ici aussi, c'est un sujet qui est né au GAFI parce que la transparence des personnes morales est un des axes essentiels pour lutter contre l'utilisation de structures juridiques opaques qui sont des vecteurs privilégiés pour le blanchiment des capitaux. Là aussi, pour la première fois, la réunion ministérielle du G20 à Washington, en avril, a identifié les structures opaques et les trusts. C'était la première fois que le G20 utilisait cette appellation comme étant un objet d'attention où des plans nationaux doivent être mis en place pour lutter contre ces trusts. Et le Par G8... contre, excusez-moi d'interrompre, ça n'a pas été le cas du G8 où cette question n'a pas pu être recueillie à l'assentiment de tous et ne figure pas dans la déclaration finale, si je ne m'abuse, ce qui reste un problème en Europe, quoi. Il y a quand même eu, et notamment parce que le Royaume-Uni présidait le G8 cette année, des percées importantes au G8, où le sommet de Lough Erne s'est engagé à publier des plans d'action nationaux. C'est un engagement du G8 pour améliorer la transparence des sociétés, des constructions juridiques, y compris des trusts. Donc il y a, je pourrais vous transmettre le paragraphe du communiqué du G8 dans ce domaine, qui était une vraie novation. Donc, y compris au G8, monsieur le rapporteur, il y a eu des progrès, et c'est d'ailleurs ce qui a permis, même si on n'évoque pas nommément les trusts dans ce texte, d'avoir un progrès très important. On l'a vu au G20. On l'a vu au G20 d'avril. On a pu obtenir un langage beaucoup plus ferme, beaucoup plus clair que précédemment, parce que les Européens sont arrivés unis. Et d'ailleurs, nous nous sommes concertés avant d'entrer dans les sessions de discussion des communiqués et les réunions ministérielles pour avoir une attitude commune, une position commune. Ça avait été aussi l'objet des discussions de Dublin quelques jours avant. Le troisième, et j'en terminerai après avec un dernier élément, le troisième axe clé, c'est l'agenda dit BEPS, Base Erosion Profit Shifting, qui consiste à lutter contre l'érosion des bases fiscales et la sous-imposition des profits. Là, l'OCDE s'est vu investi d'une mission par les États du G20. Nous allons en discuter à la réunion ministérielle de Moscou en cette fin de semaine. Il y aura un plan d'action qui sera présenté par le secrétaire général de l'OCDE. Et le sommet de Saint-Pétersbourg, au mois de septembre, là aussi, sera saisi du sujet. Si vous le souhaitez, on pourra entrer un peu plus dans les détails au moment des questions. Mais l'idée très générale de cette démarche est d'éviter la double non-imposition. Les textes étaient construits d'une manière telle que l'on évitait les doubles impositions. Et en réalité, un certain nombre de grands groupes, en optimisant les règles fiscales dans tel et tel État, parvenaient finalement à payer très peu d'impôts. Donc c'est un point qui est bien identifié, qui fait tout à fait consensus au sein du G20. Et tout le monde aujourd'hui voit qu'il est inacceptable qu'il existe des parts importantes de richesse qui échappent à tout impôt, avec une dimension particulière sur laquelle nous sommes particulièrement attentifs, qui est celui de l'économie numérique. Et j'en termine en évoquant rapidement les initiatives qui visent à identifier, et je reviens à ce que je disais sur la démarche générale, qui consiste à mettre la pression sur les juridictions non coopératives via des actes de transparence. C'est la démarche qui consiste à inscrire sur des listes les territoires qui ne jouent pas le jeu. Au G20 de Washington, en 2013, nous avons obtenu une référence aux 14 juridictions non coopératives en matière fiscale.
qui ont clairement été identifiés comme ne disposant pas du cadre juridique qui permet de répondre aux règles souhaitables. Il y a des travaux d'évaluation qui aboutiront à une notation globale de toutes les juridictions en fonction de leur degré de coopération en matière d'échange d'informations. Et donc c'est un exercice dont nous aurons de premiers résultats avant la fin de l'année et qui va se dérouler ensuite sur les années suivantes. Et vous avez 110 États aujourd'hui qui sont partis au Forum global qui est engagé dans cette démarche. Et en France, vous avez là aussi un certain nombre d'initiatives qui permettent d'ouvrir le champ avec des projets de texte qui, je pense au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, aboutiront à identifier les juridictions qui non seulement refusent d'entrer dans des négociations sur des textes qui permettent d'échanger l'information de manière efficace, mais aussi qui, en dépit des textes, ne les appliqueraient pas. Et donc, vous pouvez être confronté à des situations dans lesquelles vous signez une convention bilatérale, mais où la pratique, en réalité, n'est pas satisfaisante. Donc, sur cette base, nous aurons la possibilité d'inscrire un certain nombre de juridictions sur ces listes. Et dernier élément, vous savez que dans le projet de loi de séparation et de régulation bancaire, vous avez prévu que les activités des banques dans la totalité des juridictions, qu'elles soient coopératives ou non, ces activités seront décrites de manière transparente avec un certain nombre d'agrégats en termes de chiffre d'affaires, de résultats, d'effectifs salariés. Et donc on pourra plus facilement, et c'est devenu une législation européenne, notamment sur proposition française, dans la directive CRD 4, on pourra voir exactement qui est actif dans quel lieu et peut-être se poser parfois certaines questions. Donc j'en ai terminé, pardon d'avoir un peu allongé les 10 minutes qui m'étaient accordées. Mais pour conclure, je dirais juste que je pense qu'il y a eu 2 temps. La crise financière, 2008-2009, elle a entraîné un agenda qui, je pense, n'est pas toujours perceptible, mais extrêmement puissant, de régulation financière qui permet de combler certaines lacunes. Ce n'est pas terminé, il reste beaucoup à faire. Je pense que le deuxième temps de cette crise, qui a été un temps de crise économique, de récession, de montée du chômage, de crise des déficits publics et de la dette publique, a remis sur le devant de la scène les sujets d'évasion fiscale comme étant de plus en plus inacceptables. Et que c'est notamment ce qui explique le fait que dans la période la plus récente, des initiatives sont prises qui sont extrêmement fortes et qui ont engagé un mouvement qui, je pense, sera sans retour. Merci.